C'est l'heure de votre JT sur Val-de-Loire TV, présenté par Faustine Luneau ce soir. Bonsoir Faustine. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Les titres dans quelques instants, mais d'abord un point sur votre météo. Le mauvais temps accompagnera cette journée de mardi dans nos deux départements. Des températures stationnaires, la minimale sera de 5 degrés, la maximale de 10 degrés. À la une de notre JT, plusieurs projets et propositions de loi envisageant l'interdiction des réseaux sociaux avant l'âge de 15 ans. L'un des textes entrait aujourd'hui en débat à l'Assemblée nationale. Son objectif, protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux. En Indre-et-Loire, les arbitres de football vont désormais pouvoir porter une caméra, le but étant de créer un effet dissuasif pour lutter contre les incivilités sur les terrains. Ce nouvel équipement a été testé pour la première fois ce week-end. Notre première invitée sera Rachel Moussouni, adjointe au maire de Tours déléguée à l'action sociale. Elle nous parlera des sessions de code et de conduite gratuites proposées par le CCAS aux plus de 65 ans. Et puis en politique, retour sur la venue en nombre des leaders de la gauche samedi pour soutenir la candidature d'Emmanuel Denis au municipal à Tours. Un meeting de campagne locale aux avant-goûts de présidentielle 2027. Et puis notre rubrique On vous répond avec la question du soir, vice caché, vente immobilière. Quelle démarche entreprendre? On posera la question à Pauline Cardozo, conseillère juriste au sein de l'ADIL France Rénov 37, qui sera sur notre plateau dans quelques instants. Mais d'abord, un mot sur cet accident de la route mortelle à Saint-Laurent en Gâtine, dans le nord de l'Indre-et-Loire. La victime, un homme d'une cinquantaine d'années, décédé cette nuit après une sortie de route près du lieu-dit Le Sentier sur la route départementale 4. Les pompiers ont retrouvé le conducteur partiellement coincé sous le toit de son véhicule dont il a été éjecté au moment du choc. Ils n'ont malheureusement pas pu le réanimer. On vous le disait il y a quelques instants en titre, les réseaux sociaux peut-être bientôt interdits d'accès aux moins de 15 ans. Plusieurs projets et propositions de loi l'envisagent. L'un de ces textes portés par les députés Renaissance entrait aujourd'hui en débat à l'Assemblée nationale. Son objectif, protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux. Mais alors, comment serait rendue effective cette interdiction? Et qu'en pensent les adolescents? Lucas Chopin et Léa Turquet leur ont posé la question à Tours. Le sujet est sur les lèvres de tous les élèves. Si le texte est adopté, les réseaux sociaux seront interdits aux moins de 15 ans dès le mois de septembre prochain en France. Et dans ce collège de Tours, les jeunes sont divisés. Moi, je suis pas d'accord, parce que sinon, après, on peut plus aller sur les réseaux, après, on va rien faire. Y a rien à faire et tout ça, à part que sortir dehors, etc. C'est bien. Après, je trouve que c'est vraiment de bêtises. Tu t'en sers, toi, des réseaux sociaux? Non, j'ai pas le droit. Et ça te manque pas plus que ça? Non. On peut avoir les réseaux, mais il faut limiter un peu, parce qu'il y a des gens qui peuvent faire des choses graves. C'est bien, en même temps, c'est pas bien, parce qu'il y a plusieurs personnes, ils postent des trucs des gens, et du coup, ça fait des soucis. Selon Santé publique France, les jeunes de 6 à 17 ans passent en moyenne 4h11 par jour face aux écrans. Un phénomène qui les expose plus particulièrement aux pédocriminels, au chantage à la sextape ou encore à la radicalisation religieuse. Mais cette volonté du gouvernement de protéger les plus jeunes devra nécessairement s'accompagner de moyens de contrôle. Le système qui existe sur les sites pornographiques, c'est deux choses. Premièrement, soit vous donnez votre carte d'identité, soit vous avez une reconnaissance faciale. Je pense qu'en l'absence de système de contrôle de ce type, c'est vraiment un vœu pieux. À l'heure actuelle, 44% des moins de 13 ans accèdent déjà aux réseaux sociaux en France. On vous en parlait la semaine dernière, le procès à Blois d'une mère accusée d'avoir étouffé son bébé. La petite Luna, 3 mois et demi, était décédée en avril 2016. 10 ans plus tard, sa mère, Victoria, a été condamnée par la justice à 12 ans de réclusion criminelle pour violence habituelle sur mineur ayant entraîné la mort. Son avocat avait plaidé l'acquittement, mais n'a pas réussi à convaincre les jurés face aux témoignages accablants évoquant des mauvais traitements de la part de Victoria sur son bébé. Après plusieurs cas d'incivilité, dont l'agression d'un arbitre par un joueur de Montbazon en mars 2025, des caméras vont être utilisées pour lutter contre ces comportements sur les stades en Indre-et-Loire. Une mesure instaurée par la Fédération française de football, dont la Touraine fait office de territoire test. Ces petites caméras embarquées seront désormais portées par les arbitres centraux lors de certaines rencontres. Un nouvel équipement expérimenté pour la première fois ce week-end et qui s'inscrit pleinement dans la logique de la Convention pour mieux lutter contre les violences lors des matchs de football, signée en décembre dernier par le corps arbitral, le district, la préfecture et la procureure de la République. Des caméras comme celle-ci, Sylvain devra désormais en porter régulièrement lors des matchs qu'il arbitrera. Cette nouvelle mesure, prise par la fédération, débutait son expérimentation en Indre-et-Loire ce week-end. L'objectif, réduire les incivilités, notamment à l'encontre des arbitres. Ça reste du football, on est en amateur et
Moi, je pense que c'est dommage d'en arriver là, mais si c'est utile, pourquoi pas. Ça fait 23 ans que j'arbitre, j'ai eu droit, je pense, à pas mal de choses. J'ai jamais été frappé, au moins c'est la moindre des choses, mais après, oui, gendarmerie qui vient, tout ça, oui, malheureusement, ça existe, malheureusement. Mais c'est pas souvent non plus. Les agressions, menaces, intimidations ou insultes se produisent sur les terrains, même dans le football amateur. Ces caméras sont une des réponses de la fédération pour tenter d'éradiquer ces comportements. Aujourd'hui, match de 2e division départementale, les seniors de l'OC Tours affrontent le Saint-Avertin SP. Alors qu'en pensent joueurs et coachs? Ça rend les consciences tranquilles. On sait que vraiment il ne faut pas faire des erreurs parce qu'il y a vraiment un témoin oculaire qui est là, qui est une caméra. Donc c'est vraiment une bonne chose. Quand vous êtes filmé, ça serait mentir de dire que ça ne va pas calmer un peu la furie au niveau d'un joueur quand il va prendre un coup, etc. Donc je pense que ça aide amplement et que c'est une bonne chose. J'espère que ça va se démocratiser. Pour cette phase d'expérimentation, le district d'Indre-et-Loire s'est vu doté de 5 caméras. Celles-ci ne filment pas en permanence, mais uniquement lorsque l'arbitre choisit de la déclencher. Elles seront utilisées seulement sur certains matchs considérés à risque ou à enjeu. Les clubs ne peuvent pas demander. C'est vraiment le district qui décide cette mise en place. Non pas pour stigmatiser les clubs, mais c'est vraiment un choix qui est fait par la commission pour instaurer un climat de confiance et un climat serein sur les matchs. Les 4 membres de cette commission caméra des arbitres seront les seuls à avoir les codes d'accès aux images. Celles-ci sont cryptées et lisibles uniquement sur un matériel spécifique. Pour ce premier week-end test, aucun incident à noter. En 2024, 28,2% des tués sur les routes en France étaient des personnes de plus de 65 ans, alors que cette tranche d'âge pèse 22% de la population. Le CCAS de Tours leur propose justement des ateliers de remise à niveau. Il s'agit de plusieurs sessions de code et de conduite gratuites réservées aux seniors. On en parle avec notre invitée Rachel Moussouni, adjointe au maire de Tours déléguée à l'action sociale. Bonsoir et bienvenue sur notre plateau. Bonsoir. Alors, est-ce que les personnes âgées sont réellement plus impliquées dans les accidents de la route ? Un petit peu, oui. Effectivement. On voit dans les chiffres ? Oui, puisqu'on a quand même 28% des personnes tuées de plus de 65 ans, donc qui ont plus de 65 ans. Donc il était important de prendre ça en considération et puis de voir dans quelle mesure on pouvait aider à remédier ce problème. Parce que ne plus conduire, c'est une réelle perte d'autonomie. Votre idée, c'est de proposer des ateliers donc, de code et de conduite et de leur permettre ainsi de garder plus longtemps cette liberté de déplacement en toute sécurité ? Tout à fait. On peut imaginer qu'après toutes ces années, on peut avoir besoin de réassurance, on peut avoir besoin d'une petite mise au point par rapport à la législation, par rapport aux nouveaux panneaux de signalisation, par rapport également aux nouvelles infrastructures qui équipent nos routes. Donc on peut être un peu perdu. Par exemple, les pistes cyclables et les ronds-points avec les pistes cyclables qui les coupent, les voies partagées peuvent être un petit peu déstabilisantes. Ça, c'est des aménagements qui n'existaient pas quand ils ont passé leur permis. Tout à fait. Justement, l'idée, donc, c'est de faire une remise à niveau avec des ateliers de code et de conduite. Comment ça se passe concrètement ? Il y a plusieurs sessions. Comment c'est organisé ? Alors, ça démarre effectivement au mois de février. Pour le code, on va d'abord commencer comme ça, avec des agents de la police municipale qui interviennent et qui s'occupent de cette remise à niveau, on va dire. Et les mêmes agents municipaux qui interviennent dans les collèges d'ailleurs pour faire passer l'attestation de sécurité routière. Donc, il y a des vraies questions du code de la route qui sont posées. Alors évidemment, si on ne réussit pas le test, on ne pas son permis de conduire retiré. Oui, c'est pas un examen. Non, c'est vraiment une remise en question et puis de trouver du sens peut-être à des panneaux ou à des éléments sur la route qui pourraient être un petit peu surprenants. Et après le code, donc, il y a aussi des sessions de conduite, oui, de mise en pratique. Exactement. Donc là, ce sera au mois de mars. Donc le 17 mars, il y a une première réunion d'information pour constituer en fait comme des groupes de niveau, puisque les personnes âgées n'ont pas forcément les mêmes attentes, les mêmes objectifs. Donc voilà, cette réunion avec le questionnaire va pouvoir permettre de cibler aux moniteurs d'auto-école, parce que évidemment, ce ne sont pas que les agents du CCAS qui s'occupent de ça. On fait appel
Les vrais moniteurs. Oui. Et puis, à l'issue donc de ces tests, eh bien, vous pouvez monter en voiture. On est 3 seniors avec le moniteur. Et il y a donc 4 sessions, 18 et 20 mars, proposées donc gratuitement aux seniors pour se retrouver un petit peu plus à l'aise. Alors, vous avez déjà fait ce genre d'atelier plusieurs années, enfin, sur les quelques années passées. Oui. Vous avez remarqué qu'il y avait beaucoup plus de femmes qui s'inscrivaient à ces stages. Oui, tout à fait, Faustine, on en a discuté. Et effectivement, je me suis demandé pourquoi 80% des femmes l'année dernière ont participé à ces ateliers de code de la route et 63 ou 65% de femmes sur la conduite. Donc, alors, j'ai des hypothèses qui ne regardent que moi, qui n'engagent que moi. Ça témoigne d'une plus grande prudence des femmes. Il faut sensibiliser les hommes, justement. Ouais. Alors, peut-être que les hommes, effectivement, se sentent plus en confiance, en se disant, de toute façon, moi, j'ai pas besoin, je sais. Mais peut-être que c'est tout simplement aussi parce qu'il y a plus d'hommes qui conduisent et qui se sentent concernés. Et du coup, qui se disent, non, ça va, en fait, je gère. C'est un peu la matière des hommes culturellement, peut-être dans les anciennes générations. Là, à peu près la moyenne d'âge des personnes qui s'inscrivent à 75 ans. Donc on peut imaginer, donc c'est des personnes qui sont nées dans les débuts des années 50. Peut-être que toutes les femmes non plus, ont moins conduit, ont moins roulé. Il y a plusieurs sessions. Il faut commencer à s'inscrire maintenant ? Oui, maintenant. On en a déjà, je crois, 15 personnes sur les ateliers de conduite. Donc, effectivement, c'est le moment de s'inscrire au téléphone. On va afficher le petit numéro qui s'affiche en bas, qu'il faut appeler pour s'inscrire. Donc, la première session de code le 3 février et la première session de conduite le 18 mars. Oui, et je voudrais signaler que nous avons vraiment eu l'intention de multiplier ces ateliers de prévention routière dans tous les quartiers de Tours. Pas simplement au CCAS, au siège, qui se trouve au bout de la rue Febvotte, mais aussi à Tours Nord, à Tours Sud, et puis au Sanitas également. Ça, c'est pour le code. Évidemment, la conduite, là, on part du siège, et puis ensuite, on roule, et en avant. C'est bien noté. Merci beaucoup, Rachel Moussouli, d'être venue sur notre plateau. Je vous en prie, merci de l'invitation. Politique à présent, les personnalités de gauche étaient présentes samedi soir à Tours pour soutenir la candidature du maire Emmanuel Denis. Oui, Marine Tondelier, Lucie Castet, Olivier Faure, Clémentine Autain ou encore François Ruffin. Ils avaient tous fait le déplacement pour le meeting de campagne au municipal du maire de Tours, candidat à sa réélection. Une manière pour la gauche de se positionner avant les municipales, mais aussi avec déjà en ligne de mire la présidentielle 2027. Les cadors de la gauche, ensemble, venus soutenir à Tours la candidature d'Emmanuel Denis. Écologistes, socialistes, communistes, Debout, L'Après ou encore Place Publique, seule la France Insoumise manquait à l'appel samedi soir, ayant préféré soutenir une liste indépendante derrière Marie Quinton. Un meeting de campagne local, mais durant lequel on pensait déjà au national. Je pense qu'on est dans une période où c'est vraiment important que toute la gauche se rassemble au-delà des différences plus minimes qu'il peut y avoir. C'est très très bien qu'il y ait une union quasi générale sur la gauche et l'écologie. Oui, c'est même un signe pour le niveau national peut-être. Ça fait encore loin, les élections présidentielles. Mais je pense qu'il faut commencer à donner des idées. On a une première élection qui est importante, les maires, pour voir ce que ça va donner. Avec Emmanuel Denis, la traduction de notre volonté socialiste d'être avec vous dans l'union, dans le rassemblement pour faire gagner Tours. En 2020, Olivier Faure et Clémentine Autain, par exemple, étaient déjà venus soutenir le candidat écologiste élu maire de Tours. 6 ans plus tard, ils étaient de retour et pas les seuls à avoir fait le déplacement à l'appel du député d'Indre-et-Loire, Charles Fournier. Je souhaite vraiment à Emmanuel Denis et toute son équipe de pouvoir continuer son travail. Ce que j'ai entendu ce soir m'a enthousiasmé dans les projets qu'il veut porter. Puis par ailleurs, il y a un symbole très fort de cette union qui est à la fois une union de gauche et écologiste, mais aussi une union entre des forces politiques et des citoyennes et des citoyens, des collectifs citoyens. Et ça, moi, j'y tiens beaucoup. Le message fort qui a été envoyé ce soir, c'est que dans les territoires, on est capable de travailler ensemble et que ça peut inspirer l'échelon national.
Une démonstration de force de la gauche qui a lieu un peu plus d'une semaine après la venue de Bruno Retailleau au meeting de Christophe Bouchet. C'était programmé avant, c'est pas du tout une réponse. Les adversaires, c'est un sujet, mais c'est pas notre préoccupation. Notre préoccupation, c'est vraiment de trouver les réponses aux problématiques des Tourangeais et des Tourangeaux, de trouver la manière de faire en sorte que cette ville soit toujours plus séduisante, toujours plus attractive, et c'est ça vraiment qui nous motive. En 2020, Emmanuel Denis avait gagné l'élection au second tour avec près de 55% des voix face à Christophe Bouchet. En 2026, il est pour l'instant placé en tête dans les sondages. Cette union en local fait office d'exemple avant 2027. Une partie de la gauche présente, dont les socialistes et les écologistes en ont profité pour annoncer une primaire commune le 11 octobre prochain pour désigner leur candidat à la présidentielle. Elle se fera toutefois sans LFI, ni le PCF, ni Place Publique. Allez, pour finir ce journal, place à notre rubrique On vous répond avec notre invitée ce soir, Pauline Cardozo, conseillère juriste au sein de l'ADIL France Rénov 37, pour répondre à cette question. Vice caché et vente immobilière, quelle démarche entreprendre? Bienvenue Pauline Cardozo sur notre plateau. Nous allons faire un petit exercice de vocabulaire. Qu'appelle-t-on exactement un vice caché dans le cadre d'une vente immobilière? Alors ça va être un désordre antérieur à la vente qui est plutôt grave et du coup qui a été dissimulé à l'acquéreur. Est-ce qu'on peut donner des exemples à nos amis téléspectateurs ce soir de vices cachés? Ouais. Alors ça peut être des fissures qui ont été colmatées avant la vente, ça peut être de la condensation avec de l'humidité parce qu'une ventilation est insuffisante, ou ça peut être la présence de punaises de lit ou de termites. Est-ce que le vendeur justement est toujours responsable en cas de vices cachés? Non, pas forcément. En fait, on va avoir une clause exonératoire des vices cachés qui est présente dans la plupart des actes de vente. Et donc, il va falloir pour l'acquéreur prouver la mauvaise foi du vendeur. Alors justement, comment agir quand on est face à un vice caché dans le cadre d'une vente immobilière? Alors le plus souvent, il va falloir essayer de faire venir des professionnels qui vont pouvoir essayer de dater le désordre, la gravité. Et ensuite, on regarde dans son acte de vente voir s'il n'y a pas d'exonération du vendeur. Et ensuite, on va faire un courrier recommandé, le conciliateur de justice, histoire d'avoir cette phase amiable et attaquer en phase judiciaire si ça n'aboutit pas. Qui on contacte du coup? Si on a ce problème-là, qu'on regarde la télé ce soir, c'est qui la première personne à contacter? L'ADIL. L'ADIL directement, qui peut vous aider justement pour... Oui, on peut renseigner sur toutes les étapes de la procédure, donc si besoin, on est là. Le délai pour agir, si on se rend compte, je ne sais pas, 3 mois, 6 mois ou même un peu plus tard de ces vices cachés, est-ce qu'on peut quand même agir? On a 2 ans à partir de la connaissance du vice, sans excéder 20 ans à partir de la vente. Il y a des mauvaises surprises, des vices cachés qui existent. Comment justement on peut les éviter? Est-ce qu'il faut être attentif déjà quand on loue ou on achète un bien déjà? Il ne faut pas se précipiter lors de l'achat. Je sais qu'aujourd'hui, c'est compliqué de se dire ça. Le mieux, c'est de revisiter à plusieurs heures de la journée, des heures différentes, poser les questions nécessaires. L'assainissement, est-ce qu'il est collectif, non collectif? La plomberie, est-ce qu'elle est récente ou ancienne? Est-ce qu'il y a des travaux à prévoir? Et faire venir au maximum des professionnels qui peuvent dater les travaux, à estimer, par exemple. Donc, dernière question que je devais poser. Qui contacter en cas de suspicion de vice caché? L'ADIL. L'ADIL, adil37.fr pour toutes les informations. Si vous avez des questions sur notre plateau. Merci beaucoup, Pauline Cardozo, d'être venue sur notre plateau ce soir. Avant de se quitter, rappel des principaux titres, Faustine. Oui, les jeunes de moins de 15 ans peuvent être bientôt interdits d'accès aux réseaux sociaux. Plusieurs projets et propositions de loi l'envisagent, dont un texte porté par les députés Renaissance qui entrait aujourd'hui en débat à l'Assemblée nationale. À suivre donc dans les prochaines éditions sur Val de Loire TV. Merci beaucoup Faustine. Merci Aurélien. Pour ce journal. Dans un instant, le grand, l'inénarrable Romain Delville pour le journal des sports. Et puis nous on se donne rendez-vous demain à 17h50 pour un nouveau numéro de Val de Loire en direct. Très bonne soirée.